Le 15 décembre à 23h23, le roi Charles apposa sa signature sur un document constitutionnel débattu en secret pendant 8 mois. À l'aube, l'ordre de succession était radicalement différent de ce qu'il était 24 heures auparavant. Ce qui l'a contrainte à agir n'était ni un scandale ni une crise, mais une réalité médicale que le palais ne pouvait plus ignorer. La signature de minuit. Elle eut lieu dans le salon bleu de Clarence House, un lieu que Charles avait toujours privilégié pour son intimité et sa chaleur. Dehors, Londres dormait sous le froid de décembre qui s'était profondément ancré dans la pierre et le pavé. À l'intérieur, un petit groupe de témoins, presque silencieux, observait le roi prendre sa plume et entreprendre le travail minutieux de réécrire l'histoire constitutionnelle. Lorsqu'il signa enfin, le trait de sa plume fut ferme et délibéré. Charles R. Écrit de cette main si particulière qui avait signé d'innombrables documents au cours de sa vie, au service de la couronne, mais jamais comme celle-ci. À ses côtés, le prince William attendait, sa plume à la main, le visage impassible, mais l'attention perceptible dans le mouvement de ses épaules. Les témoins, la princesse Anne, l'archevêque de Canterbury, le lord chambellan est un haut représentant du conseil privé, se tenaient en demi-cercle derrière eux. Personne ne prit de la parole. Seul le crissement de la plume sur le papier et le léger tic-tac d'une pendule ayant appartenu à la reine Élisabeth se faisaient entendre. Une fois les 2 signatures apposées, le lord chambellan s'avança pour y apposer le sceau officiel. Le document fut ensuite placé dans un porte-document en cuir et remis immédiatement au Bureau des affaires constitutionnelles, où il serait enregistré, copié et distribué aux autorités gouvernementales et fédérales compétentes. Il n'y eut ni champagne, ni félicitations, seulement un discret signe de reconnaissance de l'archevêque, une brève bénédiction prononcée d'une voix basse et posée, comme si l'on comprenait qu'on assistait à un événement rare. Un roi se préparant à une éventuelle incapacité, un fils acceptant un fardeau qu'il espérait voir rester hypothétique. Lorsque les témoins partirent peu après minuit, le document était déjà en cours de traitement au sein des instances constitutionnelles. Des messages sécurisés étaient envoyés au premier ministre de tout le Commonwealth, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans une douzaine d'autres pays. Les conseillers juridiques étaient réveillés pour examiner les changements et préparer des déclarations publiques coordonnées à l'aube. Mais à Londres, où la majeure partie du pays dormait sans se douter de rien, la nuit resta calme. Aucune fuite, aucune annonce fracassante. Juste le travail minutieux et constant d'une institution se préparant à des réalités qu'elle espérait ne jamais voir se produire, mais qu'elle ne pouvait plus se permettre d'ignorer. À l'aube du 16 décembre, le monde allait apprendre que la succession avait changé. Non pas de façon dramatique par une abdication ou un décès, mais de manière plus mesurée et plus moderne. La reconnaissance que la monarchie, comme toute institution, doit s'adapter aux complexités de la fragilité humaine et à la réalité médicale. La vérité médicale qui sous-tendait cette décision. Pour comprendre ce qui a poussé Charles à signer ce document par une froide nuit de décembre, il faut remonter à l'automne 2025, lorsque des consultations médicales ont commencé à révéler des vérités que le roi ne pouvait plus ignorer comme de simples désagréments passagers. Tout a commencé fin septembre par une fatigue persistante. Charles, qui avait toujours suivi un emploi du temps rigoureux et s'enorgueillissait de son endurance, se retrouva à avoir besoin de siestes l'après-midi qui s'éternisaient. Les engagements qui autrefois le dynamisaient l'épuisaient désormais. Son médecin personnel, Sir Hugh Rathbone, qui servait la famille royale depuis plus de 20 ans, remarqua que changement et demanda discrètement des examens approfondis. Les résultats, communiqués début octobre, n'étaient pas catastrophiques, mais préoccupants. La fonction cardiaque de Charles présentait des signes de stress compatibles avec son âge et des décennies d'un rythme de vie intense. On observait des signes précoces de fatigue vasculaire, sans danger immédiat pour sa vie, mais nécessitant une prise en charge attentive et susceptible d'évoluer lentement. Plus significativement, les tests ont révélé que la capacité de Charles à prendre des décisions, complexes et soutenues, commençait à faiblir sous l'effet d'un stress prolongé. Il ne s'agissait pas de démence ou de déclin cognitif au sens traditionnel du terme, mais plutôt d'une baisse progressive de son endurance, affectant sa capacité à traiter des informations complexes lors de longues journées de travail. Sir Hugh lui annonça la nouvelle avec sa franchise habituelle lors d'une réunion privée à Birk Hall, à la mi-octobre.
Votre Majesté, vous pouvez continuer à exercer vos fonctions efficacement pendant un certain temps, voire des années, mais nous devons être réalistes quant à la gestion de votre charge de travail et nous préparer à l'éventualité qu'à un moment donné, les exigences de votre rôle dépassent votre capacité à les assumer sans risque pour votre santé. Charles était resté longtemps assis en silence après cette conversation, contemplant le paysage écossais qu'il aimait tant. Il avait attendu toute sa vie pour devenir roi. Il était devenu monarque à un âge où la plupart des hommes étaient retraités depuis longtemps. Et voilà qu'à peine 3 ans après son accession au trône, on lui annonçait que son règne pourrait être plus court qu'il ne l'avait espéré. Le problème constitutionnel était immédiat et inévitable. La monarchie britannique fonctionnait selon des lois conçues à une époque où la médecine ne permettait ni de maintenir la vie en vie, ni de traiter les maladies chroniques comme elle le fait aujourd'hui. Les dispositions relatives à la régence, instaurées après la crise d'abdication de 1936, reposaient sur une conception binaire. Un monarque était soit pleinement capable, soit totalement incapable. Aucun cadre juridique ne prévoyait une capacité partielle. Un roi pouvant remplir certaines fonctions, mais pas toutes. Ni une transition progressive plutôt qu'une crise soudaine. Charles en avait instinctivement saisi les implications. Si sa santé se détériorait au point de l'empêcher de remplir ses obligations constitutionnelles, le système actuel exigerait une déclaration formelle d'incapacité, une procédure complexe, publique et potentiellement déstabilisatrice. Le Parlement devrait alors intervenir. Le mécanisme des conseillers d'État, conçu pour les absences temporaires, s'avérait insuffisant pour une gestion sanitaire de longue durée. Pire encore. L'absence de protocole clair impliquait qu'en cas de crise sanitaire, la transition vers William serait improvisée plutôt que planifiée, chaotique plutôt qu'ordonnée. Et Charles, qui avait consacré sa vie entière à se préparer à la royauté, ne pouvait se résoudre à laisser son fils hériter de la couronne dans de telles circonstances. Il aborda la question en privé avec William lors d'une promenade à Sandringham fin octobre. La conversation fut difficile, non pas parce que William refusait d'en parler, mais parce que les deux hommes comprenaient ce qu'elle impliquait. Charles reconnaissait sa propre mortalité et sa fragilité. On demandait à William de se préparer à un fardeau qu'il espérait ne pas avoir à supporter avant longtemps. Son premier réflexe fut le déni. « Tu es en bonne santé. Papa, tu gères bien la situation. Cela me paraît prématuré. » Charles secoua la tête. « Je me débrouille pour l'instant. Mais Sir Hugh a clairement indiqué que mes capacités déclineront probablement progressivement, et lorsque ce sera le cas, nous ne pourrons pas nous permettre de laisser le cadre constitutionnel être décidé en pleine crise. Nous devons planifier dès maintenant, tant que nous sommes encore en mesure de le faire avec réflexion. » William ne répondit pas. Il marcha simplement en silence aux côtés de son père, tous deux ressentant le poids de ce qui allait arriver. La princesse Anne, impliquée dans les discussions début novembre, resta fidèle à son pragmatisme habituel. C'est précisément la raison d'être de la planification de la relève. Il ne s'agit pas d'abdiquer, mais d'assurer la continuité. Il n'y a aucune honte à cela. Mais Charles éprouvait bel et bien de la honte, même s'il s'efforçait de la dissimuler. Il avait attendu si longtemps pour devenir roi, et voilà qu'il mettait en place des stratagèmes pour se retirer discrètement du rôle même pour lequel il s'était préparé toute sa vie. Il avait le sentiment d'avoir échoué, même s'il savait intellectuellement que c'était une décision sage. La réalité médicale qui avait imposé cette prise de conscience n'avait rien de dramatique. Charles n'était pas mourant. Il ne souffrait pas d'une maladie incurable. Il vieillissait simplement, et vieillissait dans un rôle qui exigeait plus qu'un corps vieillissant ne pouvait supporter. C'était le plus humain des problèmes, se déroulant dans la vie publique la plus intense qui soit. Aussi, durant les mois d'octobre et de novembre, Charles avait-il chargé ses conseillers juridiques de commencer à élaborer une solution, un mécanisme constitutionnel permettant une transition en douceur, un moyen pour William d'assumer progressivement les pouvoirs royaux si la santé de Charles l'exigeait, sans le drame d'une abdication ni le chaos d'une incapacité soudaine. À la mi-novembre, le projet de document était prêt et Charles dut affronter la tâche la plus ardue, demander à son fils de le lire. Pourquoi le droit successoral nécessitait une réforme urgente? Le cadre juridique régissant la monarchie britannique était resté pratiquement inchangé depuis 1936, date à laquelle l'abdication d'Édouard VIII avait contraint le Parlement à clarifier le droit successoral comme jamais auparavant. La législation qui en résulta, élaborée dans un contexte de crise constitutionnelle, visait à prévenir une nouvelle situation comme celle d'Édouard VI, à garantir que l'abdication requiert l'approbation du Parlement et à assurer une succession parfaitement claire.
Mais ce que les réformes de 1936 n'avaient pas anticipé, ce que personne à cette époque n'aurait pu prévoir, c'était la révolution médicale qui allait se déployer au cours des 9 décennies suivantes. En 1936, on mourrait rapidement de maladies qui, aujourd'hui, nécessitent une prise en charge sur plusieurs années. Les dirigeants étaient soit pleinement opérationnels, soit inopérants. Il n'y avait pas de zone grise, pas de déclin prolongé que la médecine moderne puisse endiguer et traiter. En 2025, cette conception binaire était dangereusement obsolète. Et Charles, de concert avec ses conseillers juridiques, avait compris que la monarchie ne pouvait se permettre d'attendre une crise pour révéler les failles du droit successoral. Le problème fondamental était simple. Si Charles devenait incapable de remplir ses fonctions en raison de sa santé déclinante, la loi en vigueur ne prévoyait que 2 options. Il pouvait abdiquer, une procédure qui nécessitait l'approbation du Parlement, une annonce publique et l'abandon définitif de la couronne. Il pouvait aussi être déclaré inapte, une procédure tout aussi publique et tout aussi dramatique, nécessitant des expertises médicales, l'intervention du conseil privé et la nomination officielle d'un régent. Aucune de ces options ne prévoyait ce que les médecins de Charles estimaient être le plus probable. Un déclin progressif de ses facultés, rendant certaines tâches gérables et d'autres trop exigeantes. La loi ne permettait pas à un roi de se retirer partiellement, de confier certaines fonctions constitutionnelles à son héritier tout en conservant d'autres, et encore moins de le faire discrètement et dignement, sans transformer la transition en un spectacle public. Charles avait vu sa mère se débattre avec des questions similaires durant ces dernières années. La reine Elizabeth, déterminée à servir jusqu'à son décès, avait progressivement réduit son emploi du temps et délégué davantage de responsabilités à Charles lui-même. Mais ces délégations étaient informelles, fondées sur une entente tacite et la tradition du palais plutôt que sur un cadre légal. Lorsqu'Elizabeth mourut, la transition fut soudaine, immédiate et le fruit d'années de préparation. Charles ne souhaitait pas que sa propre transition dépende d'une mort subite ou d'une crise publique. Il désirait un mécanisme qui tienne compte de la réalité, qui permet un changement maîtrisé et qui protège l'institution et son fils d'un traumatisme inutile. Il ne s'agissait pas de demandes hostiles, mais de questions pratiques posées par des royaumes qui devaient comprendre comment leur arrangement constitutionnel fonctionnerait si le monarque britannique rencontrait des problèmes de santé. L'incapacité du palais à fournir des réponses claires révélait en elle-même un problème systémique. La princesse Anne, qui avait passé des décennies à observer les faiblesses structurelles de la monarchie, a insisté avec le plus de vigueur pour une action immédiate. « On ne peut gouverner en se basant sur l'espoir », a-t-elle déclaré à Charles lors d'une rencontre à Windsor en novembre. « On ne peut pas supposer que vous resterez pleinement capable jusqu'à votre décès. » La réalité médicale a évolué et notre cadre constitutionnel doit en tenir compte. L'équipe juridique chargée de trouver une solution a dû relever des défis exceptionnels. Elle devait élaborer un mécanisme juridiquement contraignant pour les 15 royaumes du Commonwealth, chacun doté de sa propre structure constitutionnelle. Il leur fallait un langage suffisamment clair pour éviter toute ambiguïté, mais assez souple pour s'adapter à différentes situations. Et surtout, il leur fallait formuler un texte qui ne soit pas interprété comme un aveu de faiblesse de Charles ou une préparation à l'abdication. Premièrement, une déclaration formelle d'incapacité n'était pas nécessaire. Elle permettait au monarque de transférer volontairement certains pouvoirs constitutionnels à l'héritier, si un avis médical suggérait qu'un tel transfert serait plus favorable à la stabilité de la couronne. La décision restait entièrement du ressort du monarque, mais elle reposait sur des critères médicaux et non sur des pressions politiques. Deuxièmement, le transfert pourrait être partiel et progressif. Guillaume pourrait assumer des pouvoirs dans certains domaines, comme l'accueil de visites d'État ou la conduite d'investissements, tandis que Charles en conserverait d'autres, tels que les audiences hebdomadaires avec le Premier ministre ou l'approbation de certains documents d'État. Cette flexibilité reconnaissait que les compétences n'étaient pas binaires, qu'une personne pouvait être compétente dans certains domaines tout en éprouvant des difficultés dans d'autres. Troisièmement, et surtout, le mécanisme était conçu pour être réversible. Si la santé de Charles se stabilisait ou s'améliorait, ses pouvoirs pouvaient lui être restitués. Il ne s'agissait pas d'une abdication déguisée en mesure de gestion de sa santé. Il s'agissait d'une véritable tentative d'assouplissement constitutionnel. Les royaumes du Commonwealth, consultés secrètement tout au long du processus de rédaction, avaient apporté un soutien prudent. La plupart reconnaissaient que leur propre loi successorale nécessitait une modernisation similaire.
Les conseillers constitutionnels du Canada s'étaient montrés particulièrement précieux, mettant à profit leur expérience des transitions ministérielles marquées par des enjeux de santé. Début décembre, le document était prêt. La version finale reposait sur le bureau de Charles à Clarence House, attendant le moment où il devrait la communiquer à la personne la plus directement concernée. Le prince William, son fils, son héritier, celui qui porterait le fardeau de ce nouvel arrangement constitutionnel, ce document que William ne voulait pas lire. L'enveloppe arriva au palais de Kensington le 12 décembre, livrée par Royal Courier avec le niveau de sécurité le plus élevé. Le secrétaire particulier de William la lui apporta lors d'une réunion en fin d'après-midi, l'interrompant par une expression d'excuse qui fit immédiatement comprendre à William qu'il ne s'agissait pas d'une correspondance ordinaire. De la part de Sa Majesté, dit discrètement le secrétaire, « Un pour vos yeux seulement, à lire en privé. » Guillaume mit fin à la réunion et s'installa seul dans son bureau, tandis que l'obscurité hivernale s'installait dehors. L'enveloppe était épaisse, scellée du sceau personnel du roi. À l'intérieur, il trouva 2 objets. Un document juridique officiel, le projet de protocole de régence transitoire, et une lettre personnelle de son père, écrite à la main sur du papier à en tête de Clarence House. William lut d'abord la lettre. « Mon très cher William », commençait-elle de l'écriture penchée si caractéristique de Charles. Ce qui suit est difficile à écrire et le sera probablement aussi à lire. Mais c'est nécessaire et je crois que vous en comprendrez la raison. La lettre expliquait, avec une intimité bien plus grande que n'importe quel rapport médical, ce que Charles avait vécu, la fatigue, les consultations médicales, la prise de conscience grandissante que sa capacité à régner pourrait être limitée par le temps et sa santé d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Charles y faisait preuve d'une vulnérabilité que William avait rarement vue chez son père, reconnaissant des craintes et des frustrations que le roi n'exprimerait jamais publiquement. « J'ignore combien de temps il me reste pour servir efficacement », avait écrit Charles. « Ce sera peut-être de nombreuses années, peut-être moins que je ne l'espère, mais je ne peux en conscience laisser ces questions sans réponse jusqu'à ce qu'une crise nous y oblige tous deux. » La lettre se terminait par une requête. Lisez le document. Réfléchissez à ce qu'il vous demande, et lorsque vous serez prêt, discutons-en ensemble. Je ne peux pas décider seul de cette décision. William mit de la lettre de côté et se tourna vers le document juridique. Le langage était dense, truffé de termes constitutionnels et de dispositions légales, mais son sens essentiel était clair. Si la santé de Charles se détériorait au point que l'avis médical suggère un transfert partiel de ses fonctions, ces protocoles permettraient à Guillaume d'assumer ses fonctions sans le tumulte d'une abdication ou d'une procédure d'incapacité formelle. Guillaume le lut 2 fois, puis le reposa et fixa le vide. Sa première réaction ne fut ni la préparation ni le devoir, mais le refus. Il ne voulait pas de cette responsabilité, pas maintenant, pas ainsi. Son père avait attendu toute sa vie pour devenir roi. William s'attendait à devoir attendre aussi longtemps. L'idée d'assumer les pouvoirs royaux du vivant de son père, alors qu'il portait encore la couronne, lui paraissait injuste, d'une manière qu'il ne parvenait pas à exprimer clairement. Catherine le trouva 1 heure plus tard, toujours assis dans le bureau qui s'assombrissait. Elle alluma une lampe et s'assit à côté de lui sans dire un mot, attendant qu'il trouve ses mots. « Il veut que je partage la couronne », dit finalement William, tant qu'il est encore en vie, tant qu'il est encore capable de réfléchir. Catherine jeta un coup d'œil au document posé sur son bureau. Est-il malade? Pas gravement, mais son état se dégrade progressivement et il souhaite gérer la transition tant qu'il est encore en mesure de prendre des décisions éclairées à ce sujet. Catherine y a réfléchi. Cela semble judicieux. William secoua la tête. On dirait que j'attends qu'il s'affaiblisse pour prendre sa place. Ce n'est pas le cas, dit Catherine d'une voix douce. Ton père essaie de te protéger d'une transition chaotique. Il te donne le temps de te préparer. C'est un cadeau, pas un fardeau. C'est un peu les deux, admit William. Ils restèrent assis en silence un moment. Dehors, le trafic londonien du soir bourdonnait au loin. À l'intérieur, le poids de la succession pesait sur eux deux avec une force à laquelle ils s'étaient intellectuellement préparés, mais qu'ils n'étaient pas prêts émotionnellement à supporter. Catherine reprit la parole d'une voix calme mais ferme. Votre père a passé 70 ans à attendre, à regarder sa mère travailler jusqu'à sa mort en fonction. Il sait ce que cela lui a coûté, et il sait ce que cela vous coûterait s'il faisait la même chose. Ce n'est pas de la faiblesse, William. C'est son amour pour vous. Un amour tel qu'il vous épargne le pire de ce qu'il a enduré. William la regarda, percevant la force qui avait fait d'elle une partenaire si stable malgré toutes les épreuves que leur rôle royal leur avait imposées. « Pensez-vous que je devrais accepter ?» demanda-t-il. «
Je pense que vous devriez lui parler, répondit Catherine. Et je pense que vous devriez comprendre que refuser ne le protège pas. Cela ne fait que rendre l'inévitable plus difficile à supporter. William savait qu'elle avait raison, mais comprendre intellectuellement et accepter émotionnellement une chose restaient deux choses différentes. Il demanda à rencontrer son père le 14 décembre. Ces 2 jours lui permirent de consulter en privé des experts constitutionnels afin de bien comprendre la portée du document et de se préparer à une conversation qu'il n'avait jamais imaginée. La rencontre eut lieu à Clarence House par une froide soirée où flottait une odeur de neige imminente. Charles avait réservé 2 heures, libérant son agenda. Ils étaient assis dans le même salon bleu où la signature aurait lieu plus tard, sans qu'aucun d'eux ne le sache encore. William commença prudemment. « J'ai lu le document et votre lettre, et je comprends pourquoi vous estimez cela nécessaire. » Charles attendit, percevant l'hésitation dans la voix de son fils. « Mais je ne veux pas paraître pressé, » poursuivit William. « Je ne veux pas que l'on pense que je vous écarte. » Charles se pencha en avant, le visage doux mais grave. « Tu n'as jamais convoité ma place, William. Tu as assumé ton rôle avec autant de réticence que de devoir. Personne qui te connaît ne pourrait croire que tu cherches à me mettre de côté. » Alors, que croiront-ils? Demanda William. Que vous êtes trop faible pour continuer? Que la couronne s'effrite? Charles secoua la tête. Ils croiront, car nous leur dirons clairement que nous modernisons le système de succession, que nous prenons en compte les réalités que la médecine a rendues essentielles. Il n'y a pas de honte à cela. William baissa les yeux sur ses mains. Cela signifie que vous vous apprêtez à reculer. Cela signifie, corrigea doucement Charles, que je me prépare à l'éventualité de devoir me retirer. Si ce moment n'arrive jamais, ces protocoles restera inutilisés. Mais s'il arrive, nous serons prêts. Et vous ne serez pas contraints de tout prendre en compte d'emblée en cas de crise. La conversation se poursuivit pendant plus d'1 heure, abordant aussi bien les détails pratiques que les enjeux émotionnels sous-jacents. Charles expliqua les réalités médicales auxquelles il était confronté. William exprima ses craintes quant à une prise de pouvoir prématurée. Et peu à peu, grâce à une conversation franche comme il est rare qu'un père et son fils en aient une, ils parvinrent à un accord. Lorsque William quitta Clarence House ce soir-là, il n'avait pas encore donné son accord pour signer, mais il avait accepté d'y réfléchir sérieusement. Et Charles, lissant sur le visage de son fils, comprit que cette réflexion mènerait à l'acceptation. Non pas que William le souhaitât, mais parce qu'il comprenait, comme Charles, que la couronne l'exigeait. 2 jours plus tard, le soir du 15 décembre, William retourna à Clarence House avec Catherine. Il avait pris sa décision. Et même si cela lui pesait, même s'il avait l'impression de vivre dans l'ombre de son père, avant même que celui-ci ne s'en soit complètement affranchi, il comprenait que c'était le devoir qui l'imposait. La signature aurait lieu cette nuit-là. Et au matin, l'ordre de succession fonctionnerait différemment de ce qu'il avait été pendant près de 90 ans. Les témoins silencieux et ce qu'ils ont vu. Le 15 décembre à 22h45, le salon bleu de Clarence House était prêt pour une cérémonie inoubliable pour tous les présents, même si peu de personnes extérieures à la pièce en saisiraient pleinement la signification. Le mobilier avait été disposé avec un soin particulier, alliant formalité et intimité. Un bureau en acajou, emprunté aux archives du palais et ayant servi par le passé à la signature de traités, trônait au centre de la pièce. 2 chaises avaient été placées devant lui, une pour Charles et une pour William. Derrière eux, un espace avait été aménagé pour que les témoins puissent se tenir à une distance respectueuse, suffisamment près pour observer mais assez loin pour conférer au moment la solennité requise. La princesse Anne arrive la première, ponctuelle comme toujours. Vêtue d'un tailleur sombre qui semblait approprié à la gravité de l'événement sans pour autant évoquer le deuil. Elle salua Charles d'un bref baiser sur la joue et d'un regard interrogateur qui, sans un mot, lui demandait s'il était certain de sa décision. Un léger hochement de tête de Charles confirma son choix. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, arriva quelques instants plus tard, sa présence conférant une dimension spirituelle à cette procédure essentiellement constitutionnelle. Il avait été longuement informé ces derniers jours et comprenait que, si son rôle était purement cérémoniel, son témoignage resterait gravé dans l'histoire. L'Église d'Angleterre, après tout, était intimement liée aux questions de succession depuis Henri VIII. Et ce moment, aussi discret fut-il, marquait une nouvelle étape dans cette longue relation. Le Lord Chamberlain, le Baron Parker, suivit, porteur des sceaux officiels qui valideraient le document une fois les signatures apposées. En tant que plus haut gradé de la Maison royale, sa présence garantissait le respect scrupuleux du protocole.
Il se déplaçait avec l'efficacité d'un homme ayant géré d'innombrables cérémonies d'État, mais même lui semblait touché par le caractère exceptionnel de cet événement. Le dernier témoin, Dame Margaret Whitmore, représentait le conseil privé. Son rôle était de veiller à ce que la signature soit conforme aux exigences constitutionnelles et que le Conseil soit dûment informé afin de ratifier les modifications lors de sa prochaine réunion. Elle avait exercé le droit constitutionnel pendant plus de 30 ans, mais n'avait jamais rien vu de tel. Un roi limitant volontairement son propre pouvoir en prévision d'une future incapacité. Le prince William arrive à 22h58, accompagné de Catherine, qui ne participerait pas à la signature, mais dont William avait discrètement sollicité la présence. Elle demeura dans une pièce voisine, suffisamment proche pour que William sache qu'elle était là, tout en respectant le fait que la signature elle-même ne devait concerner que les personnes ayant des fonctions constitutionnelles officielles. Charles et William restèrent un instant debout ensemble, père et fils, roi et héritier, partageant un silence chargé de décennies d'histoires complexes. Puis Charles désigna les chaises et les deux hommes s'assirent. Le document reposait sur le bureau entre eux, éclairé par deux lampadaires qui diffusaient une douce lumière sur la cérémonie. Le Lord Chambellan avait placé à côté deux stylos-plumes, instruments traditionnels pour les documents d'État, tous deux portant le chiffre royal. L'archevêque s'avança, la voix basse mais claire. Commençons par un moment de prière. Ce qui suivit fut bref, une bénédiction demandant sagesse, force et protection divine pour les deux hommes qui s'apprêtaient à accomplir cet acte solennel. Ces paroles, traditionnelles et issues de siècles de pratiques ecclésiastiques, résonnaient pourtant avec une pertinence nouvelle dans ce contexte moderne où foi et devoir constitutionnel se rejoignaient de manière inattendue. Une fois la prière terminée, le Lord Chamberlain présenta officiellement le document, en lisant à haute voix son titre. Protocole de régence transitoire établissant des procédures, révisé pour le transfert des pouvoirs royaux en cas d'incapacité partielle ou progressive du souverain. Le langage était bureaucratique, volontairement austère, mais tous les présents en comprirent le sens. Charles reconnaissait ainsi sa propre mortalité et sa fragilité. William acceptait ainsi un fardeau qu'il espérait voir arriver bien plus tard. Charles prit le premier la plume. Il relut le document une dernière fois, ses lunettes reflétant la lumière de la lampe, le visage impassible mais empreint d'une émotion indéniable. Quand il commença enfin à signer, la salle retint son souffle. La signature de Charles. On R. La signature était ferme, chaque lettre soigneusement tracée, le dernier trait du R aussi affirmé que sur des milliers de documents précédents, mais celle-ci était différente. Cet événement changea fondamentalement la relation entre un roi et son héritier. Charles posa sa plume et regarda Guillaume. Leur expression était complexe, mêlant excuses, espoir, tristesse et pragmatisme. William comprit alors que son père n'abandonnait pas. Il lui donnait les moyens de prendre la relève avec élégance si cela s'avérait nécessaire. C'était, en quelque sorte, un acte d'amour. William prit sa plume. Se souviendront plus tard des témoins, était ferme. Il lut les passages qui concernaient précisément ses responsabilités, les pouvoirs qu'il assumerait si le protocole était activé, les devoirs qu'il accomplirait au nom de son père. Puis il signa William. Il n'utilisa pas sa signature royale, comme il le ferait une fois devenu roi. Il ne s'agissait pas ici de monter sur le trône. Il s'agissait de partager le fardeau. Une fois les deux signatures apposées, le Lord Chamberlain apposa le show officiel, l'enfonçant fermement dans la cire rouge préparée. Le bruit du sceau brisant, le silence parut plus fort qu'il n'aurait dû l'être, définitif et irrévocable. Dame Margaret s'avança pour contresigner en tant que témoin, suivi de l'archevêque et de la princesse Anne. Chaque signature ajoutait du poids au document, le transformant de la théorie en réalité constitutionnelle. Anne, en signant, laissa échapper une rare manifestation d'émotion. Elle posa brièvement la main sur l'épaule de Charles, un geste si inhabituel que plusieurs témoins le remarquèrent dans leurs récits ultérieurs. Charles leva la main et recouvrit la sienne de la sienne, un moment de solidarité fraternelle qui témoignait de décennies de devoirs partagés et de respect mutuel. L'archevêque offrit une dernière bénédiction, la main levée sur Charles et William. Que Dieu vous donne la force nécessaire pour les jours à venir, la sagesse dans l'exercice de vos fonctions, et la paix intérieure, sachant que vous servez une cause qui vous dépasse. À la fin de la cérémonie, à 23h27, aucun applaudissement ni félicitations officielles ne furent prononcés. Le Lord Chamberlain récupéra les documents, désormais scellés et authentifiés, et les plaça dans le porte-documents en cuir qui les transporterait au Bureau des affaires constitutionnelles pour enregistrement officiel.
Les témoins s'éclipsèrent discrètement, conscients que ce qu'ils avaient vu ferait l'objet de discussions pendant des années, serait analysé par les historiens et resterait gravé dans les mémoires comme un tournant dans la gestion de la succession au sein des monarchies modernes. Mais à cet instant précis, en quittant Clarence House pour regagner les rues endormies de Londres, ils n'emportaient avec eux que le sentiment d'avoir été témoins d'un événement à la fois profondément triste et d'une sagesse remarquable. Charles et William restèrent dans le salon bleu après le départ de tous les autres invités. Catherine les rejoignit et se plaça auprès de William sans dire un mot. Lorraine Camilla, qui avait attendu dans son salon privé pendant la signature, entra discrètement et se tint près de Charles. Pendant plusieurs minutes, tous les quatre restèrent simplement ensemble, absorbés par ce qui venait de se produire. Personne n'éprouva le besoin de parler. Le document fut signé. L'avenir était désormais différent de ce qu'il était une heure auparavant, et chacun, à sa manière, tentait d'en saisir les implications. Finalement, Charles rompit le silence. « Merci », dit-il simplement en regardant William. William acquiesça. C'était la bonne chose à faire. Mais ce n'était pas facile, ajouta Catherine à voix basse. Charles esquissa un sourire. Les choses se passent rarement comme prévu. Ils se séparèrent peu après minuit, Charles et Camilla regagnant leurs appartements privés, tandis que William et Catherine se rendaient au palais de Kensington. Les lumières de Clarence House s'éteignirent et Londres s'installa dans les dernières heures avant que l'aube n'annonce la nouvelle à un monde qui ignorait encore le profond bouleversement qu'avait connu la monarchie. Qu'est-ce qui a changé et quelles en sont les conséquences pour la couronne? Le service de presse du palais de Buckingham a publié le communiqué à 7 heures précises, le 16 décembre, heure à laquelle il devait être diffusé dans les journaux télévisés britanniques tout en tenant compte des fuseaux horaires du Commonwealth. Le ton était prudent, mesuré, conçu pour informer sans alarmer. Quelques minutes plus tard, la déclaration était analysée par des constitutionnalistes de toute la Grande-Bretagne. La première réaction ne fut pas l'alarme, mais la curiosité. Les protocoles de la Régence n'avaient pas été mis à jour de manière significative depuis le milieu du 20e siècle. Le choix de Charles de les moderniser semblait, à première vue, relever d'une démarche responsable plutôt que d'une source d'inquiétude. Mais à mesure que journalistes et juristes analysaient les documents d'information publiés, une image plus complète se dessinait. Il ne s'agissait pas d'une simple opération administrative. Il s'agissait d'une restructuration fondamentale du fonctionnement de la succession, instaurant une plus grande flexibilité là où régnait auparavant la rigidité. Le changement clé, exposé dans une annexe détaillée préparée pour le Parlement et les assemblées législatives du Commonwealth, porterait sur le concept de régence transitoire. Contrairement à la régence traditionnelle, qui exigeait des déclarations formelles d'incapacité totale, ce nouveau protocole autorisait un transfert partiel et volontaire des pouvoirs, fondé sur un avis médical plutôt que sur une décision politique. Concrètement, cela signifiait que si les médecins de Charles estimaient que certaines obligations royales devenaient trop éprouvantes pour sa santé, Guillaume pourrait assumer ses fonctions sans que Charles n'abdique ni ne soit déclaré inapte. Le roi conserverait son titre, sa position et les fonctions constitutionnelles qu'il était encore capable d'exercer. Mais la charge de cette fonction serait répartie en fonction de la réalité médicale et non d'une fiction juridique. La réaction du public, mesurée sur les réseaux sociaux et par des sondages éclairs réalisés tout au long de la matinée, a été très positive. 79% des Britanniques interrogés ont approuvé les changements, beaucoup estimant qu'il était judicieux pour Charles d'anticiper plutôt que d'attendre une crise. Seuls 11% ont exprimé des inquiétudes, se demandant principalement si ces changements laissaient supposer que la santé de Charles était plus fragile que ce qui était publiquement annoncé. Le palais a rapidement réagi pour répondre à cette préoccupation. Un communiqué complémentaire, publié à des heures, a précisé que Sa Majesté demeure en bonne santé et pleinement apte à remplir ses fonctions. Ce protocole a été mis en place par mesure de précaution et non en réponse à une urgence médicale. Au sein du Commonwealth, les réactions ont légèrement varié, mais sont restées globalement positives. Le premier ministre canadien a publié une déclaration saluant la clairvoyance du roi et confirmant que les dispositions constitutionnelles canadiennes seraient mises à jour pour tenir compte du nouveau protocole. La réaction australienne a été plus mesurée, des voix républicaines profitant de l'occasion pour plaider en faveur d'une rupture totale avec la monarchie. Mais même là, les sondages ont montré un soutien majoritaire à la décision du roi. La première ministre néo-zélandaise, qui avait demandé en privé des éclaircissements sur ces points précis plusieurs mois auparavant, s'est dite soulagée de l'existence désormais de ce protocole.
Cela apporte la certitude que requièrent de nos arrangements constitutionnels, a-t-elle déclaré lors d'une brève allocution au Parlement. La couverture médiatique américaine fut, comme à son habitude, confuse. Plusieurs grands médias peinèrent à expliquer ce que signifiait la régence dans un contexte monarchique. Certains annonçant initialement, à tort, que Charles avait abdiqué. En milieu de journée, des rectifications furent publiées et une analyse plus nuancée émergea. Mais cette couverture révéla la méconnaissance, par les Américains, des mécanismes constitutionnels de la monarchie. Ce que la plupart des médias, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger, ont occulté, c'est la portée profonde de l'action de Charles. Il ne s'était pas contenté de moderniser les procédures juridiques. Il s'était attaqué à la tension fondamentale au cœur de la monarchie moderne, le conflit entre l'importance symbolique d'un souverain à vie et la réalité pratique du déclin physique et mental. Un déclin que la médecine peut certes ralentir, mais non empêcher. Pendant des siècles, les monarques sont morts en fonction faute de choix. La médecine moderne a certes ouvert la voie à ce choix, mais le droit constitutionnel n'avait pas suivi. Le protocole de Charles Ier visait à combler cette lacune, à instaurer un mécanisme de transition maîtrisé qui respecte à la fois le besoin de continuité de l'institution et le besoin de dignité de l'individu. William, informé des événements du matin au palais de Kensington, éprouvait un mélange complexe de soulagement et d'appréhension. Le public avait accueilli la nouvelle avec calme, ce qui était positif. Mais il comprenait aussi que l'existence de ce protocole influencerait désormais toutes les spéculations futures concernant la santé de Charles. Le moindre malaise, le moindre allègement de son emploi du temps susciterait des interrogations quant à l'activation éventuelle de la régence transitoire. Catherine, qui lisait les résumés de presse à côté de lui, exprima son inquiétude à voix haute. À chaque fois qu'il annulera un engagement, les gens se demanderont si c'est le début des ennuis. William hoqua la tête d'un air sombre. Voilà le prix de la transparence. Nous avons reconnu que ses capacités pourraient décliner. Désormais, le moindre signe de ce déclin sera amplifié. Mais l'alternative, rétorqua Catherine, était d'attendre que la crise force la transition. Au moins, de cette façon, il y a un plan. Plus tard dans la matinée, William assista à un petit déjeuner de travail avec Charles, Anne et les principaux conseillers constitutionnels. L'atmosphère était empreinte de professionnalisme, axée sur les modalités de mise en œuvre et la coordination au sein du Commonwealth. Mais derrière ces discussions procédurales, une nouvelle dynamique se dessinait. Charles et Guillaume n'étaient plus seulement rois et héritiers. Ils étaient désormais partenaires constitutionnels, unis par un document reconnaissant que la transmission du pouvoir entre eux n'était plus une lointaine possibilité théorique, mais une réalité concrète pouvant se concrétiser à tout moment. La princesse Anne, observant le changement subtil dans les relations entre son frère et son neveu, s'accorda un instant de satisfaction. Pendant des années, elle avait milité pour ce type de planification, et le fait d'en voir la réalisation confirmait sa conviction que la monarchie avait survécu non pas grâce à un attachement rigide à la tradition, mais grâce à une adaptation réfléchie. Le soir venu, alors que l'actualité se tournait vers d'autres sujets, le palais avait réussi à faire évoluer la perception du public. Le protocole de régence transitoire faisait désormais partie intégrante du cadre constitutionnel britannique, avait été accepté par le Parlement, coordonné à l'échelle du Commonwealth et bénéficiait d'un large soutien populaire. Mais à l'intérieur du palais de Kensington, tandis que William, assis dans son bureau, examinait les documents relatifs aux engagements du lendemain, il prenait pleinement conscience de l'ampleur des changements survenus. La couronne qu'il porterait un jour s'était rapprochée, non par la mort de son père, mais grâce à la sagesse de ce dernier qui avait anticipé son incapacité. Ce n'était pas l'héritage qu'il avait imaginé, mais peut-être, pensa-t-il, était-ce que celui dont la monarchie moderne avait besoin. Ni abdication spectaculaire, ni succession soudaine, mais une transition mesurée, planifiée avec soin et exécutée avec dignité. Catherine le trouva là 1 heure plus tard, le regard perdu dans l'obscurité de décembre. « Tu réfléchis trop », dit-elle doucement. William esquissa un sourire. Risque du métier. Elle se plaça à côté de lui, leurs épaules se touchant dans le silence apaisant d'un couple qui avait résisté à toutes les épreuves de la vie royale. « Ton père te laissait du temps, dit-elle. Le temps de te préparer, le temps de mûrir pour ce qui t'attend. C'est plus que ce que reçoivent la plupart des héritiers. » William savait qu'elle avait raison. Charles, qui avait attendu 70 ans, avait donné à son fils quelque chose qu'il n'avait jamais reçu lui-même. Une ascension progressive vers le trône plutôt qu'un choc brutal, de la planification plutôt que de la crise, un partenariat plutôt qu'un remplacement soudain.
William comprit que c'était peut-être le plus beau cadeau que son père aurait pu lui faire. Non pas la couronne elle-même, qui lui reviendrait de toute façon un jour, mais le cadre lui permettant d'y accéder sans se détruire lui-même ni détruire l'institution. Hors de Londres, la vie suivait son cours. Ignorant que dans un bureau tranquille du palais de Kensington, le futur roi méditait sur un changement qui allait redéfinir le fonctionnement de la succession pour les générations à venir. Le document signé à 23h23 le 15 décembre avait bouleversé bien plus que de simples procédures légales. Il avait transformé la relation entre père et fils, entre roi et héritier, entre présent et avenir. Et si le public ne saisirait jamais pleinement la portée émotionnelle de ce bouleversement, ceux qui en avaient été témoins, ceux qui l'avaient signé et ceux qui en subiraient les conséquences les comprenaient. La couronne ne s'était pas affaiblie, elle s'était adaptée, et c'est dans cette adaptation que résidait sa survie continue.